Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Actuellement. Rencontre avec Charles Zana, architecte et designer visionnaire. On vous entraîne pour une échappée belle royale dans les allées de Versailles. Un moment suspendu avec la maison Guerlain et leur fragrance légendaire. La relève, c'est You Talking to Me qui ont revu vos murs sous un angle bien barré. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Fini de se réveiller le dimanche aux aurores pour chiner des heures dans les brocantes, place au Switch. Switch, c'est cette application révolutionnaire qui rend le troc tendance, une sorte de Tinder du mobilier. Seulement, ce sont les objets qui se matchent et se troquent au coup de foudre, alors dégainez le papier bulle et échangez. La Villa de Noailles, surnommée le paquebot, respecte encore la volonté des mécènes qui l'ont fondée, de maîtres mots, avant-gardisme et modernité. Alors qui sait, ce centre d'art qui a soutenu Dali, Cocteau et Giacometti couvre peut-être les maîtres de demain. Ce qui est certain, c'est que le futur y est déjà, et ça suffit à titiller notre curiosité. Garance ne nous a pas oubliés et nous a même concocté un livre depuis New York, ce livre que nous attendions toutes depuis ses débuts. Vous y trouverez ses conseils inspirés de la fashion sphère, mais aussi des tips pour essayer d'être une belle personne et de l'intérieur. Et oui, la queen du blog mode est sur tous les fronts. Fraîche, pétillante, raffinée, élégante, Julie Môme s'est fait pour cette femme, celle qui ose les superpositions et les transparences. Matière noble, série numérotée et finition couture, sa jeune créatrice secoue l'univers de la lingerie avec des ensembles délicats dont la dentelle suit nos courbes pour le plaisir des yeux. Aujourd'hui, je vous propose le portrait de Charles Zana, architecte d'intérieur, designer et collectionneur, un homme passionné et passionnant. C'est en plein cœur du 6e arrondissement parisien que l'architecte Charles Zana a installé son agence. Sa spécificité, c'est de faire de l'architecture et aussi de la décoration d'intérieur. Concept de boutique, maison de particuliers et immeubles de bureaux. Paris, Londres, Monaco, Tel Aviv, ici, tout est possible. Quand on vous dit architecte, vous vous dites plan. Eh bien, vous avez raison, car justement, Charles, vous faites quoi? Là, je regarde des plans. En même temps, c'est vrai qu'avant de se lancer dans une construction d'envergure, il vaut mieux vérifier, revérifier et revérifier. Et ces plans alors, ils correspondent à quoi, Charles? Voilà, donc là, tout est dessiné, pièce par pièce. Chaque pièce est dessinée en élévation, en coupe. Voilà, ça, c'est un projet qu'on a à la montagne. On est en train de réfléchir sur effectivement un projet de restaurant et on cherche un peu l'inspiration pour essayer de sortir des images, des croquis à la main, des ambiances, en respectant un style traditionnel montagnard, mais en le modernisant et en donnant un esprit un peu plus rock'n'roll. Ok, bon pour l'instant avec les droites, les angles et les mesures, on a un peu de mal à voir le côté rock'n'roll, mais au vu de nombreux projets qu'a réalisé Charles Zana, on ne peut que lui faire confiance. Et pour cet architecte à la renommée internationale, les essentiels c'est volume, lumière, circulation. C'est autour de ces mots-clés qu'il va imaginer ses projets. Là ici, j'aimerais bien pouvoir ouvrir tout le pignon de ce bâtiment, parce qu'il y a une vue sur les montagnes qui est très belle. Et pour ceux qui auraient du mal à visualiser juste avec des plans, il y a les maquettes. Avouez-le, enfant, vous auriez rêvé d'en avoir une. Pour que les bâtiments prennent vie, il faut des matériaux, et ces matériaux, il faut les choisir avec soin. C'est sur un projet qu'on est en train de définir tous les matériaux, et voilà, avec toutes nos recherches de pierres, de couleurs, on rajoute les tissus, les carrelages. Ça, c'est des céramiques qu'on a fait faire en Italie. Et ça, c'est aussi une matière qu'on a très envie d'utiliser aujourd'hui, du granito. Mais non, Charles n'est pas en train de faire une pause lecture. Quand on a la double casquette d'architecte d'intérieur, il faut aussi choisir le mobilier et la décoration. Pour trouver la perle rare, Charles est toujours à l'affût des dernières créations dans les catalogues de design. Et on regarde voilà, si on peut trouver des pièces intéressantes pour les projets.
Là, effectivement, il y a 3 tabourets que je trouve, un travail suédois, j'ai trouvé intéressant. Le regard aiguisé de Charles ne laisse rien passer. Ses projets, il les suit jusque dans les moindres détails. Je ne peux pas juger un parquet comme ça, j'en sais rien. Il a l'air très rose comme ça. Il faut voir des échantillons. C'est vrai que ça serait dommage de se retrouver avec un parquet rose Barbie alors que le client voulait quelque chose de sobre. Ça, c'est toute la partie. C'est comme ça qu'on gère un peu la déco, c'est-à-dire les tissus, le mobilier, les canapés, l'aménagement. Alors, voilà, ça, c'est les ambiances par chambre. Ouais, donc ça, c'est des modèles de... On a dessiné des fauteuils, des canapés pour ce chantier. En fait, si je comprends bien, chez Charles Zana, on crée même les meubles. Ça, c'est une console qu'on a dessinée l'année dernière et qu'on a mis sur beaucoup de projets maintenant, qui est réalisée dans un marbre assez particulier, avec une veine un peu comme à la Soulage, qui est comme un trait de pinceau noir. Et voilà, et on a fait un ensemble de tabourets en bois et en marbre noir. Petite balade à la Manufacture de Sèvres, un des lieux d'inspiration de Charles. On est en train de faire une salle à manger dans le sud de la France et on voulait, un peu dans la tradition des ambiances provençales, faire un décor avec des assiettes au mur. Quand je viens acheter des pièces ici, pour les projets, j'aime bien venir un peu dans les ateliers parce que ça m'intéresse toujours de voir comment les pièces sont faites. On va puiser dans la tradition, dans les racines des métiers, des forces et les techniques pour pouvoir concevoir des espaces contemporains. Bonjour Charles Zana. Bonjour Katharina. Merci de nous recevoir dans ce lieu. Vous venez tout juste aménager ici. C'est chez vous et je trouve que quand on visite la maison, on se rend très bien compte de votre style. Vous mélangez très facilement l'ancien avec des collections de design contemporain, avec des choses très modernes. Vous arrivez à avoir une harmonie assez incroyable. Comment faites-vous ? Ici, tout d'abord, c'est une adresse, un lieu. Quand j'ai découvert cet endroit, il y avait déjà une histoire. C'était une maison du XVIIe avec des boiseries, des parquets anciens. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire twister la décoration, c'est-à-dire toujours avoir une patte contemporaine dans un écrin ou dans un lieu classique, un peu traditionnel. Parce que je pense que c'est ce qui fait notre particularité aux architectes et décorateurs français, c'est cette culture, cet héritage que l'on sait faire vibrer, résonner avec soit du design, soit du mobilier, soit des œuvres d'art, des photos contemporaines. Vous êtes architecte d'intérieur, designer, collectionneur. On vous dit assez inclassable. Comment vous vous définirez, vous ? Je crois que tout d'abord, je suis architecte. C'est ma formation, c'est mes études. C'est ce que j'aime, c'est l'architecture. Et l'architecte est un espèce de chef d'orchestre qui peut, par moments, comme ça, avoir des compétences ou des résonances dans d'autres métiers. Et donc, moi, je me suis très tôt intéressé à l'architecture d'intérieur, à l'art tout d'abord, l'architecture d'intérieur. Et de ces deux passions a découlé le design dans les années 80 où j'ai commencé à regarder effectivement les mouvements de design émergents. Si aujourd'hui on peut parler d'un style Charles Zana, vous le définirez comment ? Moi je pense aujourd'hui que c'est ça, c'est un classique moderne. C'est-à-dire que c'est un style qui est contemporain de notre époque, mais avec des références et des façons de dessiner très classiques. Comment vous avez commencé de collectionner des objets ? D'abord, mon père est collectionneur d'art. Donc, j'ai commencé effectivement à regarder l'art très, très, très jeune. Je fais architecture parce que je m'intéressais à l'art et que, dans les années 70, il n'y avait pas vraiment de formation. Donc, je me suis dit, architecture, ça combine l'art et un peu de technique. Donc, ça m'allait bien. Et je pense que j'ai collectionné dès que je suis rentré en architecture.
Ici, il y avait à Versailles d'autres merveilles que son château, ses fontaines et son parc. Respirez. La ville, qui fut le berceau du métier de parfumeur, célèbre les fragrances. Chiner dans le carré des antiquaires ou picorer les friandises des courtisans au potager du roi. Bienvenue dans une cité royale, sensuelle et poétique. À quelques pas du château débute la route des sens. Rendez-vous à la nouvelle maison des parfums pour une balade olfactive avec le créateur parfumeur de Guerlain. Il y a une soufflerie qui parfume l'atmosphère lorsque vous appuyez sur un de ces petits boutons. Et là, je sens l'eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène. Non, mais c'est amusant. Donc, je pense que ce sont les travaux de l'Osmothèque à Versailles qui exposent les parfums anciens ici. Et je trouve ça génial. Respirez encore, dehors, un jardin secret de 3 hectares est dédié à l'art du parfum. Il contient des centaines de variétés de plantes odorantes. Ici, ce sont des roses de jardinier. Ce ne sont pas les roses que je distille. Mais le parfum de chacune est absolument divin parce que chacune a sa personnalité dans ce jardin. Après l'avoir humé, on file goûter chez le nôtre le macaron à la confiture fleur de jasmin. Parfum préféré de la princesse impériale. Donc au départ, on est parti sur un thé au jasmin, bien évidemment. Donc là, il y a une petite touche très versaillaise, comme on peut le voir. C'est de la crêpe dentelle, donc qui est croustillante, qu'on a légèrement dorée. Et évidemment, c'est la touche du roi soleil. On a pu faire une création dernièrement, c'est ce qu'on appelle un chocolat triple vanille. Et c'était une spécialité pour Marie-Antoinette, qui était d'ailleurs assez frivole, mais qui adorait ce chocolat chaud, qui était infusé 3 fois à la vanille et qui était parfumé à l'ambre et au musc. Pour découvrir des légumes et des fruits bizarres, on sort du traditionnel parc de Versailles. Le potager du roi et ses hectares de plantation vous tendent les bras. À l'entrée du potager, les connaisseurs font leur marché de fruits et légumes d'autrefois. Le jardin est resté intact depuis le XVIIe siècle, des variétés ancestrales poussent encore. Il y avait plusieurs dizaines de variétés de poires. La poire, c'était l'un des fruits préférés à la cour. Donc ici, vous avez des poiriers conduits selon les formes dessinées au XVIIe siècle. Alors, les jardins potagers produisaient à l'époque de Louis XIV une énorme variété de fruits et légumes. On a une lettre de Madame de Sévigné qui raconte que toute la cour ne parlait que de ça. On avait des petits pois dans des pots en argent dans les salons de la cour et les gens les mangeaient comme on pourrait manger aujourd'hui des bonbons. Et autour du potager, le vieux Versailles renaît de ses cendres. Oui, donc si on fait bien attention, à Versailles, on verra qu'il y a pas mal de petits trompe-l'œil, aussi bien aux fenêtres. Et, il y a l'école des Beaux-Arts qui en fait de nombreux, donc c'est le cas ici. C'est aussi là que se trouvent les plus grands antiquaires de l'ouest de Paris. Notre coup de cœur, c'est un ancien atelier d'imprimerie à contre-courant des dorures de Versailles, un magasin de meubles industriels pour les chineurs curieux. C'est sûr qu'on ne pense pas trouver à Versailles des anciens locaux comme ça, industriels. C'est plus dans le nord de Paris. On a aussi un très grand projecteur de cinéma qui vient des États-Unis. On a quelques pièces qu'on chine aux États-Unis. Et c'est simplement parce qu'on souhaite apporter un peu d'originalité aussi au mobilier industriel, finalement, qu'on chine beaucoup en France. Voilà, entre parfums et saveurs, ouvrez grand les yeux et il n'y a pas que les jardins de Le Nôtre pour flâner à Versailles. Charles-Anna, en tant qu'architecte français, vous travaillez beaucoup à l'étranger, comme pas mal de vos confrères ou consoeurs. Est-ce que ce savoir-faire français dans l'architecture s'exporte bien ? Les architectes français qui font comme moi des maisons travaillent aujourd'hui dans le monde entier. C'est une réalité. Je crois que c'est parce qu'on est tous avec cette culture française, cette French touch comme vous appelez, qui fait qu'on a une culture, une vérité dans nos projets, une approche qui est complètement différente. On fait de la décoration, mais
avec toujours ce twist un peu contemporain, cette envie de faire des choses différentes. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui une quinzaine ou une vingtaine d'agences parisiennes, françaises comme moi, qui font des maisons à Londres, à New York, en Suisse, partout. Et ça, c'est vraiment une spécificité française qu'on se rencontre tous souvent sur des projets à l'étranger, dans des salons. Là, je pars à New York la semaine prochaine et je sais que j'ai beaucoup de confrères qui partent aussi. Et ça, c'est assez fantastique de se dire qu'on travaille tous sur des projets internationaux. Est-ce que cette French Touch peut aussi peut-être se traduire d'une certaine manière les Français admettent un peu l'imperfection, l'imprévu, quelque chose qui ne soit pas parfaitement lisse. Est-ce que c'est ça qui plaît aussi ? Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'essayais de vous expliquer par la culture. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'accepter ou en tout cas de mettre en scène des projets qui sont une invention à chaque fois, qui ne sont pas une reproduction d'un schéma. Je crois que chez les anglo-saxons, on reproduit beaucoup plus de tables, de lampes, un canapé au milieu. Je pense que chez les architectes français de ma génération, effectivement, on arrive à mélanger, à mixer les choses. On a aussi cette culture, on a les meilleurs marchands de design et d'art du monde. On a un musée fabuleux des Arts Déco avec ses collections. On a les meilleurs artisans. Donc la symbiose de toutes ces choses-là fait effectivement qu'on produit des chantiers pas imparfaits, mais originaux en tout cas, et avec une écoute des clients. Et ça fait des maisons qui se reconnaissent. Moi, très souvent, les gens étrangers, les étrangers, me disent qu'on reconnaît une maison faite par un architecte français. Merci beaucoup, Charzana. Focus maintenant sur l'illustre maison Guerlain et son parfum mythique, la petite robe noire. Incroyable le succès de ce parfum. En 2009, lorsque la petite robe noire est venue se glisser dans le mythique flacon 1912 de Mitsuko, nul ne s'attendait à ça. Robe de star et star des robes, au-delà du parfum, voici l'histoire de la petite robe noire. Anne-Caroline Prazan, qui est la directrice du marketing parfum, voulait que l'on illustre une petite robe noire. La petite robe noire, c'est un archétype de féminité, au même titre que la lingerie, les stilettos, le rouge à lèvres. Le parfumeur créateur de Guerlain écrit alors une formule très couture pour ce nouvel opus. Tel un peintre, il dessine cette petite robe noire avec des matières comme le patchouli, la cerise ou le thé noir. Et pour plus de légèreté, il rajoute de la rose bulgare et du jasmin. Dans un parfum réussi, il y a des contrastes. Parce que le contraste apporte un mouvement, un équilibre au parfum. Un parfum est une œuvre de l'esprit. Je pense qu'on crée des parfums comme on raconte des histoires. Et l'histoire la plus extraordinaire, c'est Kunzel et Degas qui nous l'ont fourni, avec ce personnage absolument irrésistible qu'est cette silhouette de petite robe noire. L'imagination et le talent de Florence Degas et Olivier Kunzel ont ainsi été sollicités par la maison Guerlain. Guerlain est venu nous trouver pour faire autre chose, pour appliquer un autre modèle que celui qu'on connaît beaucoup, qui utilise des égéries en chair et en os, identifiables. Ils avaient envie d'amener aux femmes un modèle nouveau. Nous, c'est vraiment ça qui nous a séduits. L'idée, c'était de créer un personnage qui ne soit pas juste une jeune fille qui porte une robe, mais que ce soit la robe qui se mette à avoir des bras, des jambes et qui ait une allure. Et assez vite, on s'est retrouvé confronté à la question, c'est quel visage lui donner. Puis on s'est dit, mais non, même ça, il faut aussi que ça devienne un mystère, puisque il ne faut pas trahir cette envie de Guerlain de s'adresser au plus grand nombre et de raconter une autre histoire. Et voici qu'entre les mains de Kunzel et Degas prend vie la silhouette pétillante, drôle et poétique de la petite robe noire, qui va séduire la planète. Cette image d'une féminité audacieuse, libre, sans contrainte, s'adresse à tous les âges. Elle est extrêmement libre, cette jeune fille. Dès qu'on commence à l'attraper dans une image, elle est déjà en train de passer au plan suivant. Si c'était ma fille, je serais fou, parce qu'elle fait du shopping, elle sort, elle fait la dingue. Et même, à un certain moment, elle emmène un garçon chez elle. La séduction fait partie des codes. Elle en joue, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a jamais rien vu.
Que Thierry Vasseur se rassure donc, l'intégrité de La Petite Robe Noire n'est pas en danger. Ce film publicitaire qui recommence chaque année sous une nouvelle forme est assez proche d'une série beaucoup plus que de campagnes publicitaires habituelles. Et plus on va loin dans la manière dont on explore les choses, plus ça lui donne de la consistance. À l'image de Chalimard, Jiki, L'Heure Bleue ou Habit Rouge, La Petite Robe Noire écrit une nouvelle page de l'histoire de Guerlain. Thierry Vasseur, parfumeur attitré de la maison, tient à s'inscrire dans la continuité du travail de ses prédécesseurs. C'est notamment Jean-Paul Guerlain qui lui a transmis un savoir-faire qui n'a pas de prix. Il a été formé par Jacques Guerlain, qui est né en 1874. Et il me parle de manufacture, de procédés de fabrication, de secrets de fabrication, qui datent en gros de la fin du 19e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. Et ça aussi, c'est du jamais vu, c'est unique. Outre le mythique et très secret livre des formules de la maison, cette passation a été également l'occasion de la transmission d'un amour immodéré pour les matières premières. Donc Jean-Paul Guerlain a parcouru la planète et c'est une des choses qu'il m'a enseigné. Donc je ne fais que de continuer ce qu'il faisait auparavant. C'est le respect des gens qui sont les gens qui font la matière, qui feront que les choses changent. Parce qu'il faut bien comprendre que cette maison, elle a 187 ans et que si je veux continuer à pouvoir peser ici, fabriquer du Jiki, du Chalimard, etc., il faut bien que j'ai des matières premières. Donc je suis obligé de penser à l'avenir. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get. You Talking to Me, c'est le projet de deux amis qui imaginent des objets typographiques pour réveiller votre déco en un mot génial. Créé en 2013 par deux designers typographes, You Talking to Me est une marque dédiée à la création d'objets typographiques sur mesure. Bonjour, je m'appelle Bertrand Inguron. Bonjour, je suis Anthony Bélanger. Bertrand et Anthony sont deux collègues et amis. Ils ont créé leur première agence de design il y a 14 ans. Depuis, ils ont lancé You Talking to Me, un projet qui réunit leur passion pour la typographie et l'enseigne. Leur objectif, proposer des créations originales et innovantes aux professionnels et particuliers. Rendez-vous dans leur showroom parisien. Voilà, on vous présente un peu notre showroom. Donc effectivement, à chaque fois, on est un peu en immersion avec nos clients, c'est-à-dire qu'on présente tout type de matériaux. Donc on a quelques échantillons. L'idée, c'est que le client puisse un peu découvrir un peu l'univers et s'imprègne complètement des matériaux possibles. Et après, on réfléchit avec lui en termes de technique, de faisabilité de son produit. Le showroom est modulable à l'image de son mur principal sur lequel on accroche ou décroche des mots à loisir avec un choix de matériaux infini. Direction Le Mans maintenant pour aller voir l'usine. De la conception à l'assemblage et à la pose, Anthony et Bertrand suivent toutes les étapes de fabrication. Ici, des artisans au travail et des machines qui bougent toutes seules, le tout au service des créations de You Talking to Me. On est des fous de typographie. On s'éclate à dessiner vraiment de la typo au quotidien et on a voulu justement faire transpirer, on va dire, notre création dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle structure. On avait un véritable besoin de retour aux sources, de concevoir, de créer. Et grâce à cette marque, on arrive à faire ce qu'on veut aujourd'hui. En référence à la célèbre phrase de De Niro dans Taxi Driver, You Talking to Me veut que ses créations interpellent, pour les marques comme pour les particuliers. Une marque aujourd'hui va mettre en avant, mettre en scène sa marque au niveau de l'enseigne. Donc elle peut être lumineuse, elle peut être à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on touche un peu à tous ces domaines-là. On a envie de sortir de ce côté standardisé. Les créateurs travaillent énormément les différents matériaux. À l'origine de leur concept, le projet inédit de conjuguer enseigne et végétal. Alors, il se trouve qu'un client, dans un chalet à Megève, vient de nous commander une belle tête de cerf. Et en l'occurrence, il nous l'a demandé en bois et avec des végétaux stabilisés. Les végétaux stabilisés sont de vrais végétaux. Coupés et trempés dans de la glycérine 100% naturelle, ils ne vieillissent pas. Cette tendance green est très en vogue.
L'exigence de la marque, c'est également celle d'un travail sur mesure de qualité effectué en France. On a besoin d'avoir les meilleurs artisans près de nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille à 200 km de Paris. Et puis surtout pour le côté premium, le côté qualitatif. Aujourd'hui, on a des artisans très compétents en France et on voulait vraiment travailler à leur côté. Pour les particuliers, aujourd'hui, le sur-mesure et la personnalisation sont de plus en plus présentes. Et aujourd'hui, d'avoir une enseigne dans son salon avec le mot qu'on a choisi, la couleur et la matière, permet d'avoir un objet design personnalisé dans ses murs. Avec You Talking to Me, on pourra être Jean-Claude Duss, Chloé ou David, afficher son amour pour New York, Rome, Las Vegas, même si on n'ira jamais, ou rester parisienne forever. Afficher sa joie dans les quartiers rouges, dire des banalités comme merci, joyeux Noël, je t'embrasse mon amour. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!